Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au tourisme, mais à partir de plusieurs facettes, y compris la COP27. Comment est-ce que la COP27, qui a plusieurs facettes, facettes évidemment climatiques et environnementales, facettes politiques, facettes investissement, facettes économiques, et tout tourne vers le vert, un événement grandiose qui doit se tenir au mois de novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Donc, comment profiter de la COP27? Quels sont les préparatifs qui sont en cours à l'heure actuelle par le gouvernement, chacun dans son domaine, chaque ministère dans son domaine, pour faire en sorte que ce projet soit monté dans les meilleures conditions possibles. Et pour nous donner beaucoup d'éclaircissements concernant cet aspect touristique et concernant les événements les plus importants au niveau du tourisme en Égypte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Manal Mourad, qui est expert en tourisme. Madame Manal Mourad, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Maha, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Eh bien voilà, l'Égypte s'apprête à abriter la COP27 et d'ailleurs le chef de la diplomatie égyptienne sera le président de cette 27e session portant sur les changements climatiques, sur l'environnement, sur nos conventions et en même temps il s'agit de beaucoup d'événements qui doivent se tenir en parallèle et en marge de cette COP27 pour desservir les objectifs de cette COP, et tout est vers le vert, les investissements, l'économie verte, l'énergie verte et tout. Dans quelle mesure cet événement grandiose dont les préparatifs ont déjà commencé il y a plusieurs mois va desservir et va rendre service au tourisme en Égypte? Tout d'abord, c'est un événement qui succède d'autres centaines d'événements et d'attractions. Mais celui-là, il faut le souligner parce qu'il y aura plus que 4000 personnes qui vont visiter Sharm el-Sheikh et aussi l'Égypte. Du coup, nous pensons à développer énormément de tendances pour les attirer sur le thème Égypte, qui est déjà un thème qui attire le monde entier, qui fascine le monde entier. Donc vous avez Sharm el-Sheikh qui est une ville bannière magnifique pour le plongée et pour d'autres choses, qui va être aussi, qui va se transformer ou qui se transforme là, lorsqu'on parle, à une ville verte. C'est-à-dire, écologiquement parlant, c'est très attirant, que ce soit pour les touristes, que ce soit pour une tendance mondiale vers la propreté, vers tout ce qui est vert. Voilà un peu l'importance. Aussi, il y aura des départements, des secteurs pour, par exemple, concernant le tourisme, concernant l'investissement, comme vous l'avez dit, concernant beaucoup d'autres choses. Et je crois que c'est un point fatal que le gouvernement égyptien a voulu faire pour vraiment attirer vers l'Égypte et autrement, quoi. Il y a des préparatifs qui sont en cours de manière à rendre Sharm el-Sheikh une ville verte. Pas une ville verte au niveau de la verdure, mais verte dans le sens écologique. Exactement. Est-ce que le fait de la transformer en une... Tout d'abord, comment la transformer en une ville verte? Comment est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Tout d'abord, nous possédons un système solaire qui est le premier au monde, que tout le monde le connaît. Il se nomme Ben, c'est entre Komombo et Aswan, et qui permet à l'Égypte d'être en termes d'électricité, un pays vert, si on ose le dire. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, jusqu'à cette seconde-là, nous possédons, on n'a jamais possédé un centre nucléaire qui a fonctionné là-dessus. Et nous dépendons énormément sur le soleil, sur le barrage tout d'abord, donc des centrales hydrauliques, et là c'est le soleil. Donc si l'Égypte est devenue numéro 1 en électricité solaire, ça vous explique comment on peut transformer toute l'électricité dans les hôtels, dans les institutions, dans tout ce qui concerne les ministères, aussi sur le thème électricité en des institutions vertes, notamment l'électricité solaire.
Dans ce sens, il faut dire que le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé qu'il tenait à suivre les préparatifs d'accueil par l'Égypte de la COP27, laquelle couronne les efforts de l'État durant les dernières années pour enraciner les principes de l'action climatique et renforcer son rôle pionnier dans ce dossier axial. Le point. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé qu'il tenait à suivre les préparatifs d'accueil par l'Égypte de la COP27, laquelle couronne les efforts de l'État durant les dernières années pour enraciner les principes de l'action climatique et renforcer son rôle pionnier dans ce dossier axial. Mostafa Madbouli s'exprimait lors d'une réunion au siège du Conseil des ministres à l'Alamine avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, et le directeur des grands projets au génie militaire, le général Ahmed Al-Azizi, portant sur les préparatifs de la COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Une coordination est en cours avec le ministère de l'Environnement pour mettre en place une zone verte en marge de la conférence pour que les sociétés et les ONG exposent le projet, a noté le général Al-Azizi. Selon le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad, la zone verte fournira plusieurs régions pour exposer les histoires de succès des projets réalisés par l'État, les projets d'innovation et de science, de parrains et de communautés locales dans le but de renforcer la participation communautaire dans les différents événements. Évidemment, ceci incite et encourage à la tenue d'événements importants de manière à ce que l'Égypte soit toujours propulsée au devant de la scène du tourisme mondial. D'ailleurs, l'Égypte a été classée 9e au niveau des destinations touristiques les plus ciblées. Tout d'abord, on aimerait en savoir plus. Pourquoi est-ce que l'Égypte a été désignée 9e? 9e, je ne sais pas, à mon avis, mais je ne suis pas très chevine, mais à mon avis, elle doit être première, parce que l'Égypte fascine grand et petit. L'Égypte aussi est devenue un pays, même dans notre monde commercial, un pays avec ses pharaons célèbres, avec ses pharaons stars, si j'ose le dire, des thèmes de commercial. C'est incroyable. Lorsque vous entendez parler, par exemple, bientôt, il y a un savon au nom de Cléopâtre. Bientôt, il y aura la marque Nefertiti. Et tout ça, donc il faut quand même qu'on réagisse. Il y a quelque chose. Donc l'Égypte attire tout le monde, fascine tout le monde par ses monuments. Et n'oublie pas que nous possédons, c'est le seul pays sur Terre aujourd'hui qui possède une des merveilles du monde ancienne. C'est la grande pyramide de Khéops, qui est une merveille par excellence. Une pyramide qui date de 2620 avant Jésus-Christ et qui fait rêver tout le monde par son architecture, par ses chiffres, par ses équations, etc. Donc l'Égypte, 9e pays qui attire, probablement pas à cause de son histoire, mais peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde, par rapport au Covid, par rapport à beaucoup de choses qui l'ont freiné un tout petit peu. Mais sinon, c'est un pays, partout, vous entendez parler. Figurez-vous, Maha, aujourd'hui, lorsqu'on parle, il y a une semaine Champollion à France Culture. Tous les jours, de 9h le matin jusqu'à 10h, tous les Français célèbrent la découverte Champollion, le père de l'égyptologie, et c'est diffusé en France, c'est diffusé dans tous les pays en Europe francophones et aussi dans tout le monde entier par rapport au déchiffrement des hiéroglyphes. Donc vivement que l'Égypte aussi le fait sur terre, sur la terre égyptienne. La célébration de hommage à lui tout d'abord, Champollion, qui nous a mis sur une nouvelle science au nom de notre pays, qui est l'égyptologie. Vous avez aussi, si vous m'autorisez, de parler des événements dans le monde entier, en France, à Marseille, d'une exposition grandiose. Ils l'ont appelé quoi? Ils l'ont appelé Pharaon Star. Ils ont ramassé, ils ont rassemblé, ils ont fait venir du monde européen, de Turin, des musées, etc., et du Louvre,
300 pièces pharaons qui ont fasciné le monde entier, entre Khéops et Toutankhamon, Néfertiti, Cléopâtre, et il parle de tous les pharaons. Qui n'a jamais entendu parler de Toutankhamon, par exemple? Donc c'est la terre de Toutankhamon, c'est la terre de cette célébrité qui a fasciné le monde, l'Égypte. Effectivement. Que se passe-t-il en Égypte à l'heure actuelle au niveau des événements touristiques les plus importants et les découvertes importantes? Ben, il y en a des découvertes maintes. À Saqqara, tout le monde a entendu parler des découvertes de 250 sarcophages, les pièces en bronze, les 300 statues à Saqqara, les tombeaux intacts, des sites nouveaux. Et actuellement, c'est très à la mode. On fait des fouilles vers les temples solaires. Donc les temples solaires, ça concerne la 5e dynastie, comme les temples du roi Nusserra, comme les temples des rois, on les appelle soleil, mais ils n'étaient pas du tout, c'était des rois qui ont vénéré Ra, qui ont vénéré le soleil. Et ces temples vont nous guider à comprendre encore plus le culte solaire. Encore plus les hymnes, encore plus cette adoration de soleil. Vous avez parlé de l'écologie. Savez-vous que l'Égypte, sa civilisation dépend sur l'agriculture? On est un pays qui a inventé l'agriculture, la stabilité. Nous sommes un pays qui a connu depuis 50 000 ans, à l'époque paléolithique égyptien, l'installation sur la vallée du Nil. 20 000 ans, nous connaissons, d'après les découvertes épigraphiques, des instruments d'agriculture. Ça veut dire qu'on a connu cette vallée, on a pu cultiver, on a mangé à notre faim et on a pu inventer une civilisation grandiose. Et pourquoi l'Égypte par rapport à 9 autres pays sur le Nil? C'est parce qu'il y avait l'Égyptien. Voilà. Effectivement, évidemment, le tourisme est une des sources de revenus, est un des piliers de l'économie et évidemment, ceci va nous emmener vers l'investissement. Il faut dire que l'organisation par l'Égypte de la COP27 affirme son rôle de premier plan dans la négociation internationale et donc dans ce sens, la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, coordinatrice ministérielle et envoyée en charge de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, a affirmé que l'événement qui sera organisé par l'Égypte en novembre prochain à Sharm el-Sheikh marquait la plus grande conférence de coopération multilatérale au niveau mondial et au niveau des Nations Unies. Les détails. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, coordinatrice ministérielle et envoyée en charge de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, a affirmé que l'événement qui sera organisé par l'Égypte en novembre prochain, Sharm el-Sheikh, marquait la plus grande conférence de coopération multilatérale au niveau mondial et au niveau des Nations Unies. L'organisation par l'Égypte de la COP27 affirme son rôle de premier plan dans la négociation internationale. Elle lui permet de mettre en évidence les efforts de développement, a ajouté Mme Fouad, lors de sa participation à un séminaire spécial dans le cadre des dialogues de Narrative Summit qui coïncide avec les préparatifs de l'État égyptien pour accueillir la conférence sur le climat COP27. L'accueil de cette conférence par l'Égypte apporte de nombreux bénéfices et avantages, qu'il s'agisse des partenariats permettant aux pays organisateurs d'obtenir de grands financements ou de la propagande des médias qui font la lumière sur le pays organisateur, a-t-elle noté. La préparation de la conférence a offert à l'État égyptien l'occasion de mettre en évidence les projets nationaux et les efforts de développement dans le dossier environnemental, ainsi que les opportunités de partenariat dans des projets tels que l'hydrogène vert et d'autres projets d'implantation de la technologie, a-t-elle poursuivi. L'Égypte est soucieuse d'accueillir la conférence sur le changement climatique pour plusieurs raisons principales, dont le fait que l'Égypte joue un rôle très fort dans la négociation internationale au niveau de la Convention sur le changement climatique et un rôle important au niveau du groupe africain, quand le président Abdel Fattah el-Sisi était chef du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique, selon Mme Fouad.
et le berceau du Nil, l'Égypte, c'est la civilisation, la première civilisation où l'agriculture était à la base de son économie depuis des milliers d'années. C'est le pays où il y avait beaucoup de canaux. Donc, comment peut-on profiter de cette expérience héritée depuis des millénaires? Madame Manal Mourad, vous êtes expert en tourisme et on aimerait en savoir plus sur, puisque nous parlons d'économie, nous parlons d'économie verte et très certainement l'Égypte avait une économie verte il y a plusieurs années, il y a des milliers d'années, étant donné que c'était un pays dont la civilisation était basée essentiellement sur l'agriculture. Exactement, Maha. Savez-vous que tout le monde parle de la géniosité des ingénieurs égyptiens, la mathématique, la construction? Évidemment, c'est grandiose, c'est fascinant, c'est quand même, c'est des fois aberrant, c'est des fois nous sommes ébahis devant des constructions comme la Grande Pyramide, comme les temples, etc. Et il y a aussi des mystères extraordinaires, mais quand même une géniosité autrement, lorsque vous entendez parler des rois Sésostris, notamment Sésostris III, 1864 avant Jésus-Christ, qui donne des ordres de création des canaux d'irrigation pour bonifier tout le désert Est, entre la mer Rouge et entre le Nil. Aussi, il crée un canal authentique, ancien, avant de Lesseps, pour lier la mer Rouge avec la mer Méditerranée. Mais quel pays, quel pharaon, quel peuple qui était préparé à cet avancement au niveau commercial, au niveau agriculture, une observation partout, même un élan vers la médecine. Vous avez tout dans ce pays. Notamment ce que vous avez prononcé par rapport à l'agriculture, les Égyptiens étaient très en avance. Ils ont créé des instruments d'agriculture. Pour aujourd'hui, c'est authentique, c'est ancien, comme la première charrue, comme la première arère, comme beaucoup de choses, mais ils ont creusé aussi les canaux. Mais je veux dire que c'était la technique d'autrefois. Et combien de fois ils ont bonifié le désert? Aujourd'hui, quand on entend parler des projets énormes pour bonifier le désert, on est ébahi. Par exemple, que ce soit dans notre histoire contemporaine avec le roi Mohamed Ali, que ce soit dans notre histoire actuelle avec les millions de faits d'ans avec notre président actuel, Monsieur Sisi. Donc quand même, on est en admiration pour 1 million de faits d'ans. Figurez-vous, 1800, 1900 avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont bonifié le désert du Fayoum. Ils ont créé un oasis vert. Et aujourd'hui, on bénéficie énormément de ce grand oasis. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait espérer assister à l'inauguration du Grand Musée du Caire au moment où la COP 27 devrait se tenir et par conséquent les participants pourraient en profiter? Je partage votre avis, je partage votre souhait, votre désir. On souhaite quand même... Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait une inauguration? Non, il y a eu toute une organisation qui se fait, il n'y a rien qui manque, mais il y a toute une organisation qui se fait et qui attend quand même une date clé, une date éclatante, brillante, un glamour. Il faut un glamour, il faut quelque chose qui sort du commun, à mon avis, comme les parades. Vous avez vu les parades avec le défilé de la sortie des momies et qui ont arrêté tout le monde ébahi devant leur écran de télévision. Il nous faut aussi une ouverture du grand musée comme celle-ci, surtout que le monde entier se prépare pour voir pour la première fois, je parle du public, les 5000 pièces du trésor de Toutankhamon qui fut découverte en 1922 par Howard Carter et qui font rêver tout le monde. Rien que le masque, 11 kg d'or, rien qu'un cercueil qui pèse 111 kg d'or. Donc ça, c'est le grand musée. Et j'attends, comme vous, je partage votre avis, comme aussi je partage tout l'avis de mes amis francophones ou anglophones ou arabophones qui souhaitent voir l'ouverture de ce grand musée. Et quel charme, si jamais il y a l'ouverture du grand musée et la grande conférence sur l'environnement. Surtout que cette grande conférence, elle accueille des grands personnages aussi, elle accueille le monde entier pour dire oui à l'environnement.
Ça, c'est important. Est-ce que vous me permettez que je parle de ça? Parce que à un moment donné, l'Amérique, elle avait dit non, on ne va plus financer tout ce qui est vert. Et même leur ministère de l'écologie, ils ont reculé énormément là-dessus. Donc quand même, ça paniquait un peu l'Europe, ça paniquait le monde entier. Si aujourd'hui notre président, avec tout notre gouvernement, arrive à dire oui à conserver notre planète et à tout ce qui est vert, et à la climatisation, à l'électricité solaire, à tout ce qui est bénéfique pour l'homme sur notre planète, le respect de notre planète, je crois que c'est grandiose. C'est un événement grandiose sur le plan politique, sur le plan stratégique et sur le plan humain aussi. Est-ce qu'on pourrait parler de tourisme vert? Ah oui, évidemment. Vous savez que c'est toujours en parallèle avec le tourisme balnéaire, culturel, médicinal et vert. Parce que c'est une clientèle assez spécialisée et assez spéciale qui aime le désert, en gros, mais qui aime le désert égyptien. Vous savez que nous possédons dans le désert arabico-libyque qui forme 68% de la superficie de notre terre, nous possédons ce qu'on appelle le désert blanc. Nous possédons des monuments en plein désert blanc. Donc à la fois, vous êtes dans l'écologie, vous êtes dans le désert, vous êtes dans cet aperçu très spécial, mais aussi vous êtes à la recherche des monuments grandioses qui se trouvent dans le désert. Que ce soit des monuments coptes comme Bawit, comme les catacombes, que ce soit des monuments pharaoniques comme les restes des chapelles et les restes des temples en plein désert, et notamment à Siwa. Okay. Et puis vous avez aussi des établissements, vous avez des hôtels verts. Il y a un magnifique, je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire la publicité, mais il y a un magnifique ça se trouve dans à quelle Sioué, partie? et qui est totalement construit en salpêtre, c'est-à-dire du sel pétrifié. Le tout, on dirait de l'albâtre, mais ce n'est pas de l'albâtre, c'est du sel pétrifié. Vous avez tout un hôtel, mais d'un modernisme écologiste. Et il n'y a pas du tout d'électricité comme on l'entend dans votre studio, c'est de l'électricité très bien étudiée, il y a les bougies, on mange très bien et on est dans un monde à part. Et c'est pas seulement si oui. Oui, et la clientèle accepte de plein gré de ne pas avoir les appareils, ils le cherchent, ils viennent spécialement pour ça. Ils le cherchent, et quel bonheur! Vous êtes dans un autre monde, vous coupez avec cette civilisation qui est des fois énervante. Je suis d'accord qu'on a très bien avancé, mais des fois on a besoin aussi de trouver nos sources, on a besoin d'être humain, on a besoin de sentir autrement, de couper avec ce rythme rapide, ce rythme un peu énervant et rapide. Et c'est ça ce qu'on cherche un peu, l'écologiste. Est-ce qu'on peut généraliser cette expérience d'hôtels verts ou des hôtels qui sont en faveur de ce tourisme écologique, le système touristique écologique? Oui, vous savez que dans le monde entier, il y a tendance maintenant, que ce soit en Afrique, il y a des pays qui ont tendance énormément vers tout ce qui est vert, que ce soit en Europe, surtout en Europe, les gens estiment et respectent énormément cette tendance. Et en Égypte, comme vous l'avez prononcé au début de votre programme, il y a Sharm el-Sheikh qui se transforme à un pays vert dans ce sens-là. Il y aura aussi des hôtels verts, pardon. Comment peut-on évaluer le mouvement touristique en Égypte à l'heure actuelle, que ce soit le tourisme interne ou le tourisme venant de l'extérieur? Quand même, moi je dis bravo, grand merci pour tous les gens qui ont travaillé dans ce secteur, surtout qu'après une révolution qui nous a freiné énormément, et vous connaissez les conséquences économiques grandioses de cette révolution, et puis hop, on prend un certain élan et on était arrêté par le Covid, donc des instructions mondiales qui ont fait que les voyages ne fonctionnent pas comme toujours, les agences aériennes ont presque stoppé de fonctionner naturellement, et puis de nouveau l'Égypte insiste avec des découvertes épigraphiques, avec une notion de toujours être en coordination avec le monde entier, avec ces événements. Et aujourd'hui, il y a 2 ans quand même, on remercie
toute l'équipe, tout le monde au ministère du Tourisme, au ministère de l'Économie, comment ils ont pu travailler à revivifier le tourisme. N'oublie pas que cette année, on a reçu quand même, si je ne dis pas de bêtises, entre 6 à 8 millions de touristes. Ce n'est pas encore le chiffre voulu, parce qu'on avait l'habitude de recevoir entre 13 et 18 millions de touristes, mais ça va venir. De toutes les manières, l'Égypte, évidemment, va profiter de la COP27, non seulement en matière de tourisme, parce qu'il s'agit quand même d'en profiter pour générer un revenu. Donc, nous allons en profiter pour, si vous voulez, booster d'investissement ou booster l'investissement. L'Égypte a annoncé une initiative sans précédent pour encourager les investissements dans les domaines liés à l'action climatique à la lumière de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Les détails. Donc, pour encourager les investissements dans les domaines liés à l'action climatique, à la lumière de sa présidence de la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. La présidence égyptienne de la COP27 a lancé cette initiative dans le but de présenter les projets climatiques et les opportunités d'investissement en ce sens aux investisseurs, aux organisations financières internationales, aux banques de développement et d'autres acteurs, afin de commencer effectivement la mise en œuvre de ces projets qui permettront à réaliser les objectifs de l'action climatique. L'initiative égyptienne comprend la tenue de 5 grands forums régionaux. Le premier concerne l'Afrique, qui est prévu du 2 au 4 août à Addis Abeba, où siège la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et le deuxième forum se tiendra le 25 août à Bangkok, siège de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Par ailleurs, la présidence égyptienne de la COP27 a organisé l'atelier de travail sur l'initiative des villes durables au siège du ministère des Affaires étrangères, en coopération avec le programme des Nations Unies pour les établissements humains et gouvernements locaux pour la durabilité. Les partenaires et experts des domaines de développement civilisationnel et des changements climatiques y ont discuté des notions et mécanismes nécessaires pour construire des villes plus durables. Les participants ont insisté sur le besoin de rattacher la politique mondiale aux mesures de construction des villes et au renforcement de leur capacité à réduire l'impact des changements climatiques, leur adaptation et leur résilience. Parmi les recommandations publiées au sortir de l'atelier figure la création d'un partenariat pour les villes durables qui sera lancé lors de la COP27 et la mise au point de directives qui régiront l'interaction du secteur privé et des parties concernées. تعالى اللي بيقول انا عايز خدمات تعالى عاوزين نحس ان هنا احسن من مدينه نصر بكتير. اللي انت عايزه هنعمله لا مش معروف ده انا تحت امرك. احساس من القلب ربنا يوفقك للخير. احساس اكبر من كلمة يا الرئيس السيسي احساس ان انت معايا والله قلب وسكر وكيف الف لا باس وضغط اللي انت عايزاه هيتعمل ان شاء الله يبارك لك. حاضر. بتكون لي سند وايديك تتمد ومعايا